propose de faire mon intervention en 3 points de nature différente. Un premier point très rapide pour essayer de vous dire en quoi la Caisse des dépôts quels sont les modes d'action de la Caisse des dépôts sur ce sujet de la transition énergétique. Un deuxième point qui sera le point central pour développer une idée qui est que le problème essentiel dans le financement de la transition, c'est la substitution. Et un troisième point pour venir au sujet du colloque, qui est la question de la justice sociale, c'est-à-dire en quoi cette question de la substitution dans le financement de la transition pose un problème de justice sociale. Alors, premier point, rapidement, la Caisse des dépôts, je ne vais pas vous faire une présentation complète de la Caisse des dépôts et de son groupe, parce que ce serait trop compliqué, donc trop long et ennuyeux. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le fait que la Caisse des dépôts est une institution très spécifiquement française, mais qui en même temps appartient à une famille d'institutions mondiales qui sont en gros les banques de développement public. Il y en a dans beaucoup d'endroits du monde, un peu plus en Europe qu'ailleurs. Il y a par ailleurs des banques qui font un peu le même genre de travail, qui sont des banques multilatérales. Donc c'est une famille qui comprend des acteurs qui vont en gros de la Banque mondiale jusqu'à la Caisse des dépôts en France, en passant par la KfW allemande, bien sûr la Banque européenne d'investissement et un certain nombre d'agences de développement de différents pays du monde. Elles ont comme caractéristique d'opérer, de travailler avec du capital public et d'avoir en général un rôle très important de prêteur à long terme. C'est-à-dire qu'elles ont des capacités, d'abord on leur fait confiance et elles ont des capacités de prêter et de s'engager sur des durées plus longues que le reste du système bancaire. Pour faire vite, c'est à peu près ça ce qui caractérise cette famille. Elles ont quand même des obligations, bien sûr. Elles ont évidemment des obligations de rémunérer leur capital. Elles ne sont pas des structures de subventionnement, ce sont des structures financières. Ça, c'est la famille. Maintenant, la Caisse des dépôts a des spécificités à l'intérieur de cette famille, parce qu'elle n'a pas la même histoire, elle a 200 ans, elle a été créée pour d'autres raisons. Je vous fais l'économie de toute cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui caractérise la Caisse des dépôts par rapport à ses autres, par rapport aux autres membres de la famille, c'est qu'elle a la possibilité d'intervention en fonds propres. Elle n'est pas seulement un prêteur, elle est aussi un acteur qui intervient en fonds propres dans les projets. Par ailleurs, par rapport à beaucoup l'autre différence, c'est que par rapport à beaucoup d'autres institutions de la famille, la Caisse des dépôts est avant tout une institution domestique. C'est-à-dire qu'elle est avant tout une institution qui intervient sur le territoire français, alors qu'un bon nombre de ces institutions, soit ont la double casquette, c'est le cas de la KfW allemande, qui est à la fois une institution domestique et une banque de développement dans les pays du Sud, ou sont par définition internationales, parce qu'elles sont des banques multilatérales, qu'il s'agisse de la Banque européenne d'investissement ou de la Banque mondiale. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, pour regarder les choses de façon un peu macroscopique, il faudrait dire que l'équivalent, par exemple, de la KfW allemande, c'est la Caisse des dépôts plus l'Agence française de développement, quoi, quelque chose de ce genre. Tout ça pour que vous situiez à peu près les objets. Alors maintenant, sur la question de la transition énergétique, là aussi pour simplifier énormément le paysage, que fait aujourd'hui la Caisse des dépôts ? Elle fait 3 choses importantes. Premièrement, elle finance à long terme sur des ressources qui sont les ressources du livret A. Elle finance à long terme le secteur public sur les investissements qui sont des investissements de la transition. Au premier chef, la rénovation thermique des logements sociaux. Et depuis moins longtemps, de façon beaucoup plus récente, les collectivités locales et plus particulièrement les investissements des collectivités locales qui sont liés à la transition. On pense particulièrement à la rénovation thermique des bâtiments publics, mais aussi aux interventions des collectivités locales dans les réseaux de chaleur, à l'argent qu'elles peuvent mettre elles-mêmes dans des opérations d'énergie renouvelable, etc. C'est une enveloppe aujourd'hui qui est une enveloppe de 5 milliards d'euros, qui est destinée avec des taux particulièrement avantageux, comme le sont d'ailleurs les prêts qui sont faits sur de très longues durées pour la rénovation thermique des logements sociaux, qui est probablement le seul secteur de rénovation thermique des bâtiments qui se porte bien, enfin qui avance correctement. En France, pas seulement grâce à la Caisse des dépôts, mais aussi parce que c'est un secteur qui a les capacités de le faire à partir du moment où on lui donne cette orientation. Donc là, ça se passe avec des taux qui sont particulièrement bonifiés, en quelque sorte, et sur des durées très longues.
La deuxième chose que fait la Caisse des dépôts, c'est qu'elle le fait par l'intermédiaire d'une institution récente, mais qui a quand même une histoire longue, qui s'appelle le BPI France, qui est donc la banque publique de financement des entreprises, qui est une filiale commune à la Caisse des dépôts et à l'État, et qui agit dans le financement des entreprises, que ce soit d'ailleurs en fonds propres ou en crédit. Puisqu'on a réuni des institutions différentes qui étaient OSEO pour le crédit et puis les activités de financement en fonds propres des entreprises qui avaient été créées par la Caisse des dépôts depuis le début des années 90. Bien sûr, BPI France a notamment, dont la mission principale c'est en gros d'aider à la renaissance du tissu de PME et d'ETI françaises, pour dire les choses de façon simple, a au sein de cette mission une dimension transition, c'est-à-dire essayer de faciliter le financement des entreprises de la transition. J'en profite pour vous donner aussi 3 chiffres qui sont faciles à retenir, que je cite très souvent parce que je trouve que ça me situe bien les choses. Qu'est-ce que c'est les entreprises concernées par la transition énergétique? La population des entreprises concernées par la transition énergétique en France, c'est 1000, 10 000, 1 million. Rien de plus facile pour s'en souvenir. 1000 entreprises, petites et grandes, qui fabriquent les technologies et les services qui sont nécessaires à la transition énergétique et écologique. 10 000 qui les diffusent largement. Pour une bonne part, à l'intérieur de ces 10 000, il y a des entreprises du bâtiment, notamment du BTP. Et puis 1 million, on dit 1 million, on pourrait dire 4, qui je crois est le nombre total de toutes les entreprises françaises, y compris les entreprises individuelles. Ce sont les entreprises qui sont clientes de ces services et de ces technologies et dont il faut favoriser, sont des entreprises donc, qui ne sont pas spécialisées, si vous voulez, mais qui vont être clientes de ces technologies et de ces services et dont il faut favoriser la conversion. Donc c'est ça la question, vue du point de vue des populations d'entreprises de la transition énergétique. Donc, par l'intermédiaire de la BPI, la Caisse des dépôts a un rôle dans ce domaine. Il y a des fonds spécialisés, des actions spécialisées, des formes de sélectivité du crédit qui se mettent en place en faveur de ces entreprises. Toute la question étant dans quelle mesure on focalise sur cette question-là, vous voyez, sur les 1000 et les 10 000 par exemple, par rapport à une autre tentation qui est de dire ce que je veux favoriser, c'est l'innovation en général. Or, j'y reviendrai à propos de la substitution, tout le problème est là, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme priorité. Et puis enfin, le troisième type d'intervention de la Caisse des dépôts, c'est des interventions en fonds propres dans des infrastructures. Et parmi ces infrastructures, il y a bien sûr un bon nombre d'infrastructures qui sont nécessaires à la transition énergétique, qu'il s'agit d'énergie renouvelable ou de réseaux, en gros. Là aussi, je pense que je m'arrête là pour que vous ayez simplement des repères assez simples. Ce sont aujourd'hui les 3 principaux modes d'action de la Caisse des dépôts. Alors, deuxième point, une idée, la substitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la question du financement de la transition énergétique, pour moi, est d'abord une affaire de substitution. Prenons quelques chiffres, là aussi, pour avoir des ordres de grandeur. Je crois que c'est l'AIE qui a sorti récemment une évaluation du montant des investissements mondiaux de décarbonation de l'économie, pour le prendre que le seul sujet de la décarbonation. C'est 250 milliards par an, aujourd'hui, déjà. Et l'AIE dit le besoin, c'est 1 trillion. Rythme annuel. Donc vous voyez, c'est 4 fois plus. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que 4 fois plus, c'est pas 1000 fois plus, c'est pas 100 fois plus, c'est 4 fois plus. En France, nous, l'équipe de recherche de CDC Climat vient de sortir un très beau résultat de recherche à partir d'une méthodologie internationale qui établit pour 2011 le montant de ce qu'ils appellent les investissements climatiques, entre guillemets, c'est-à-dire les investissements qui sont favorables à la transition vers la décarbonation de l'économie, à un peu plus de 20 milliards par an. C'est beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Il y a déjà 20 milliards d'investissements, et dans ces 20 milliards, il y a 60% d'investissements privés. Deuxième bonne nouvelle. Alors c'est suivant les secteurs, c'est très différencié, évidemment, dans le domaine des transports publics, il y a plus d'investissements publics que d'investissements privés, mais on a au total un cocktail de 60% d'investissements privés et de 40% d'investissements publics. Le besoin estimé en rythme annuel par le débat national sur la transition énergétique était de l'ordre de 60 milliards
Donc vous voyez que là aussi, on est sur quelque chose d'accessible. C'est-à-dire qu'il s'agit de passer d'un rythme de 20 à un rythme de 60. Pour avoir déjà un rythme de transition, en sachant que le rythme, c'est la question essentielle. Puisque notre problème, c'est l'accélération de quelque chose qui est engagé. C'est engagé puisqu'il y en a déjà 250 milliards à l'échelle mondiale et 20 milliards à l'échelle française. Ce qu'il faut, c'est aller plus vite. Donc, il faut accélérer. Et pour accélérer, on sait bien que... Alors là, peut-être que c'est une vision vraiment qui me semble de... Comment dire c'est simplement du bon sens. Je ne pense pas que cette accélération se fera simplement par augmentation du volume global d'investissement, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle française. Pour l'essentiel, ça se fera par substitution de la composition des investissements. Et d'ailleurs, c'est tout le problème de la transition. C'est faire ceci plutôt que cela. Financer ceci plutôt que cela. Bien sûr, il y a des choses qui sont additionnelles, etc. Mais fondamentalement, il s'agit de shifter, de basculer d'un type d'investissement à un autre. Pour prendre des exemples concrets, à différents niveaux, des éoliennes offshore plutôt que des forages offshore profonds. Et tout en bas de l'échelle, l'isolation de mes combles avant l'amélioration de ma cuisine. C'est-à-dire que c'est des ordres de priorité. Et ça, c'est à tous les niveaux d'investissement et pour tous les acteurs de l'économie, y compris les particuliers. Donc, c'est avant tout une histoire de substitution. Comment peut-on accélérer cette substitution? Et quel problème ça pose? Étant entendu qu'un bon nombre des investissements qu'il faut faire sont des investissements qui demandent des financements longs, qui pour un bon nombre d'entre eux sont petits, c'est le cas notamment des investissements des particuliers, et n'offrent de bonne rentabilité que dans la mesure où on y intègre ce que les économistes appellent le coût des externalités, en quelque sorte, le prix des externalités favorables qu'ils dégagent. Par exemple, le prix du CO2. Alors comment est-ce qu'on peut accélérer les choses? En fait, on peut d'abord essayer d'agir sur la demande. C'est-à-dire d'envoyer des signaux, les leviers de l'action publique peuvent jouer sur la demande, en gros sur les décisions d'investissement. Comment on fait? Il y a deux leviers. Les prix, la norme. Le plus classique, d'abord, c'est la norme. C'est à partir de telle date, vous serez obligé de fabriquer telle chose de telle façon et plus de telle façon. Ça peut d'ailleurs, c'est très compliqué en fait à faire, surtout dès qu'on veut le faire à l'échelle internationale. Dans une économie ouverte, c'est particulièrement compliqué à faire. Ça suppose de se mettre d'accord sur la norme. Ça peut être très efficace parce que la norme peut être annoncée très longtemps à l'avance, ce qui donne à tout le monde le temps de s'adapter. Donc, dans un bon nombre de cas d'ailleurs, ça marche. Le plus difficile là-dedans étant la résolution des conflits d'intérêts sur la détermination, sur la définition de cette norme. L'autre solution, c'est évidemment les prix, et notamment le prix qu'on donne à l'externalité, et en l'occurrence au CO2 émis. Et là-dessus, il y a plusieurs façons de créer un prix du CO2, soit vous passez par une taxe, soit vous passez par des mécanismes dits de marché, qui sont en fait rien d'autre que des systèmes de plafonnement que vous imposez en donnant un peu de marge de manœuvre aux gens, aux acteurs qui sont plafonnés dans leurs émissions, pour échanger entre eux des marges de manœuvre. Donc, ce sont les deux grands moyens d'agir sur... Il se trouve qu'on est pas mal bloqué actuellement pour progresser sur ces leviers, et notamment pour ce qui concerne le levier prix. Parce que ça suppose de se mettre d'accord à l'échelle internationale. C'est un des grands enjeux de la négociation internationale sur le climat. Et qu'en plus, en période de crise, agir sur les prix, ça pose toutes sortes de problèmes pour un bon nombre d'acteurs économiques, et notamment pour les entreprises qui disent « oui, mais ça met en jeu ma compétitivité, etc. » Et donc c'est très difficile, que ce soit d'ailleurs au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, de trouver le moyen d'actionner le prix. Et d'une certaine façon, sur la norme, c'est la même chose. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé, tous les débats sur la question de l'obligation de travaux à propos de la rénovation thermique des bâtiments. C'est immédiatement, on se heurte au problème du risque d'augmentation des coûts de l'industrie du bâtiment, etc. Il y a un très gros progrès. C'est un sujet sur lequel il y a un progrès important qui est fait par la loi de transition qui rentre en discussion à l'Assemblée nationale.
L'autre mode d'action, étant donné que je ne dis pas qu'ils sont exclusifs l'un de l'autre, bien au contraire, il faut que tous les modes d'action soient mobilités, c'est l'action sur l'offre de capitaux. C'est essayer de faire en sorte que l'offre de capitaux pour les investisseurs, quel que soit le niveau de ces investisseurs, soit favorable aux investissements de la transition énergétique. Alors, il y a plusieurs façons d'agir sur l'offre de capitaux. D'abord, on peut mettre des investissements, on peut mettre de l'argent public. On peut favoriser, subventionner, en gros, c'est une façon d'agir, c'est on fait baisser le coût du capital parce qu'on mutualise un certain nombre de ressources fiscales et qu'on apporte. Dans un certain nombre de domaines, on sait qu'on ne peut pas y échapper, notamment si on veut encourager un certain type d'innovation qui ne vont pas se développer aussi vite que d'autres. Et c'est probablement un domaine où l'apport de fonds publics, même la totalité de l'Europe, maintenant, c'est plus seulement la France, se range à cette idée. Que pour accélérer une innovation favorable à la transition, il faut apporter des fonds publics. Et puis, on peut agir sur l'offre de capitaux dans le secteur financier. Là, je rejoins des positions qu'évoquait Gaël et qui fait incomparablement mieux que moi, mais c'est sûr que là, on a deux faits de solutions. Soit d'abord agir sur les capitaux existants, et ça, c'est essayer en fait d'agir sur, au bout du compte, sur le fait les capitaux existants, c'est l'épargne. Et donc essayer de faire en sorte que les épargnants, ou plus exactement ceux qui gèrent l'argent des épargnants, achètent des titres qui sont favorables, qui financent des investissements réduisant les émissions. Donc pour ça, si on veut que ce soit possible, il va falloir donner des avantages à ces titres, parce que ça ne va pas se faire simplement par générosité publique. Je crois beaucoup au levier de la générosité, mais je ne pense pas qu'il soit suffisant, si vous voulez, loin de là. Et donc il va falloir donner des avantages à ces titres, ou par des systèmes de régulation financière, donner un avantage aux gestionnaires de cette épargne pour qu'ils aient intérêt effectivement à acheter ces titres. Donc il y a toutes sortes de moyens de faire ça pour agir sur l'épargne existante, ce qui suppose déjà d'avoir de bonnes règles pour, comme on dit, flécher ces capitaux, cette épargne, sur les investissements verts en question, pour qu'on sache que quand on dit que c'est vert, c'est effectivement vert et à quoi ça correspond, si vous voulez. Donc ce débat-là, c'est tout le débat actuel sur les obligations vertes. Et puis enfin, il y a un troisième moyen d'agir sur l'offre de capitaux, c'est le moyen monétaire dont parlait Gaël. Mais si je peux me permettre, j'ajouterais que ça suppose aussi une question de sélectivité. C'est là où on retrouve l'idée de substitution. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui était présent dans tout ce que disait Gaël, c'est que bien sûr, la création monétaire correctement utilisée peut permettre de faire baisser le coût du capital. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'elle ait une certaine sélectivité. Il y a bien une question de sélectivité du crédit. Il faudrait qu'elle profite d'abord à la dette verte, en gros, de cette création monétaire. En gros, c'est d'abord la dette verte qu'il faut avantager par rapport au reste de la dette. Et il y a un deuxième problème derrière ça, qui était aussi présent dans ce que disait Gaël, c'est la question particulière de la dette publique. C'est-à-dire aussi comment je fais, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle locale, pour favoriser, dans un contexte global de limitation de la dette publique par rapport à la dette privée, pour favoriser la partie verte de la dette publique, en gros. En disant ça, en fait, la dette verte, c'est de la bonne dette, qu'elle soit privée ou publique. Et donc, ça mérite effectivement de lui donner des avantages par l'orientation de la création monétaire. Donc voilà, à mon avis, les grands thèmes de la substitution. Alors pourquoi est-ce que tout ça pose un problème de justice sociale? Ça me semble évident, c'est parce qu'à partir du moment où on dit il y a substitution, il y a des gagnants et des perdants. Et parmi, que ce soit d'ailleurs entre certaines régions du monde, entre certains secteurs industriels ou entre certaines catégories sociales. Et du point de vue de la justice sociale, il est clair qu'il y a notamment sur la question de l'énergie des perdants, dans un premier temps, tout ce qui concerne, tout ce qui relève de l'action sur les normes, sur la demande, sur les normes, sur le prix, c'est ceux qui sont les plus démunis et qui ont les revenus les plus faibles. On prend comme donc ça c'est la question notamment, par exemple, qui est maintenant un débat assez bien documenté de la précarité énergétique. Ce qui pose un problème de redistribution, en gros. C'est-à-dire que si on veut simplement rester dans ce qui, à mon avis, est du bon sens, ça veut dire que les fonds publics dont on dispose doivent être prioritairement affectés au financement des investissements nécessaires pour
permettre à ceux qui sont dans un premier temps, qui risquent dans un premier temps d'être les perdants de l'accélération de la transition, de s'y adapter, alors qu'ils n'y arriveront pas par leurs seuls moyens. Cette question, vous voyez, elle ne se pose pas seulement pour les catégories sociales, elle peut se poser pour certains pays. Par exemple, si on raisonne en termes de redistribution à l'échelle de l'Union européenne, probablement il faut orienter prioritairement des moyens financiers de l'Union européenne pour aider les pays de l'Est européen à se libérer le plus vite possible de leurs contraintes d'utilisation du charbon qu'ils ont sous les pieds pour fabriquer leur électricité. Il ne suffit pas de leur dire vous êtes les méchants qui utilisaient du charbon pour faire l'électricité. Surtout quand on sait qu'ils ont encore en plus un revenu moyen qui est inférieur au nôtre et que la part du prix de l'électricité dans le budget familial des Polonais et peut-être certainement encore plus des Bulgares est absolument colossale et que donc une augmentation des prix d'électricité chez eux pose des problèmes sociaux gigantesques. Donc il faut financer, il faut redistribuer de l'argent vers l'Est pour accélérer la transition énergétique à l'Est de façon à permettre le progrès commun. Et c'est le même sujet à l'égard des populations à faible revenu en France. C'est-à-dire que les fonds publics disponibles qui se raréfient doivent prioritairement être affectés à la réalisation des travaux, des investissements. C'est très bien de faire un chèque énergie, c'est très bien parce que ce sont des mesures, c'est de la médecine d'urgence en quelque sorte. Mais le vrai problème, c'est de faire les travaux. Et on sait bien que dans ces catégories-là, les travaux ne se feront que s'ils sont fortement subventionnés. D'ailleurs, c'est ce que fait aujourd'hui l'ANA, et elle le fait très bien. Ça progresse maintenant après avoir stagné pendant longtemps parce que des moyens ont été mis dans ce domaine, mais encore faut-il avoir clairement en tête cette priorité. C'est plus important finalement, aussi bien en termes d'urgence qu'à long terme, que de subventionner, de continuer à subventionner des opérations de rénovation thermique dans les logements des classes moyennes ou des classes aisées, si vous voulez. Je voudrais dire un mot simplement pour finir, qui n'est pas une conclusion générale, c'est juste une façon de réagir sur la question de l'effet rebond, notamment en termes de justice, parce que à mon avis c'est un beau sujet dans le domaine de la précarité. Je ne pense pas qu'il faille, quand on parle de la précarité énergétique, il faille espérer véritablement des économies d'énergie. Car oui, il y aura de gros effets de rebond. Il y a de gros effets de rebond lorsqu'on fait la rénovation thermique de la maison de gens qui se situent à peu près au niveau des minima sociaux. Pour une raison simple, c'est que dans bien des cas, aujourd'hui, ils ne se chauffent pas. Et que donc, si vous faites des travaux dans leur maison, ils vont bien sûr se chauffer. L'objectif, c'est pas qu'ils consomment moins d'énergie, c'est qu'ils aient accès à l'énergie. Ce qui reste un objectif pour l'ensemble de l'humanité, d'ailleurs. C'est qu'ils aient un accès à l'énergie dans des conditions de coût qui soient acceptables. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire les travaux pour limiter le montant de leur facture. Mais on ne peut pas en attendre véritablement des économies d'énergie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est très très difficile, pour en terminer sur un point de technique financière, d'imaginer des systèmes de tiers-financement pour des populations de ce genre, si vous voulez. C'est pas possible. Parce qu'un tiers-financement, ou des choses comme l'exemple qui a été traité par Triodos sur ces 250 familles aux Pays-Bas, si vous voulez, vous ne pouvez pas le faire avec des pauvres, puisque par définition, il va y avoir une augmentation de l'énergie. Donc vous ne pouvez pas rémunérer un investissement par les économies énergétiques que vous allez faire dans un endroit où effectivement ils vont chauffer mieux, et c'est bien comme ça, parce que c'est l'objectif. Voilà, merci.